Ce que vous voyez là est un portrait inachevé du célèbre musicien Wolfgang Amadeus Mozart. Et ce que vous entendez, c'est le Lacrimosa, extrait du Requiem du même Mozart, œuvre également inachevée, ou tout du moins jamais terminée par son auteur, décédé durant sa conception. Ces deux pièces sont fréquemment associées au compositeur. Cela peut paraître étrange, car Mozart a terminé de son vivant des centaines d'œuvres, et ô combien brillantes. De même, plusieurs portraits bien terminés existent de lui. Alors pourquoi se tourner vers de l'inachevé? Dans le cas de Mozart, on peut être tenté de faire des parallèles avec sa vie interrompue brutalement à l'âge de 35 ans, et donc trouver que ces deux pièces sont de beaux reflets de cette existence trop vite consommée. Mais en laissant cet exemple mozartien de côté, et en prenant du recul, on réalise que cela va bien plus loin. Il existe bel et bien une appétence pour ce qui est incomplet, pour ce qui aurait pu, si ce n'est dû, exister. Voire même sur ce qui a existé, mais qui s'est perdu dans le flot du temps. C'est là l'origine d'une mode plutôt récente sur Internet, les lost media. Le goût pour le mystère fait partie intégrante de l'humanité. Et il paraît logique alors que d'aucuns soient fascinés par ces bouts manquants, comme s'il s'agissait d'une sorte de douleur fantôme. N'est-ce pas, monsieur Hideo Kojima? Cette fascination s'étend sur bien des domaines. La musique, comme on l'a vu, mais aussi la littérature ou le cinéma. Ce dernier est particulièrement fertile, tant les exemples de films ayant du contenu supprimé sont nombreux, et certains sont mythiques, comme le Shining de Kubrick, une des dernières séquences ayant été supprimée après les premières projections, et totalement invisible depuis, obligeant le public à se tourner vers le scénario ou des photos de tournage. Et il n'est pas rare de voir des passionnés partir à la recherche de ces contenus amputés et de s'adonner à des tentatives de reconstruction des intentions d'origine. Les studios n'hésitent pas d'ailleurs à exploiter de manière officielle ce type de démarche. Le jeu vidéo ne fait pas exception. On pourrait même dire qu'il est un très bon exemple de tout cela, tant les productions de titres vidéoludiques se révèlent bien souvent victimes de contraintes technologiques et de la pression des financeurs. De plus, il arrive souvent que des versions de travail de ces produits finissent par fuiter sur la toile, permettant au grand nombre de voir comment les jeux concernés ont pu évoluer au fur et à mesure de leur conception. Ou encore, certains éléments abandonnés peuvent continuer à être présents dans les codes sources de ces mêmes jeux. Et il ne restera alors plus qu'à des fans suffisamment habiles d'aller fouiller dans leurs entrailles pour dénicher ce contenu caché. Il n'est alors pas rare que surgissent sur la toile des versions modifiées ou modées, comme on dit dans le milieu, réintégrant ces parties abandonnées. Il arrive même que des éditeurs se décident là aussi à tirer profit de ce type d'initiative. Après cette longue introduction, il est temps d'arriver enfin au vrai sujet de cette vidéo, Legacy of Kain Soul River. Pourquoi ce jeu-là en particulier? Car il faut bien préciser, si ce n'était pas encore assez clair, que dans toute production, vidéoludique ou non, il est normal que des idées soient abandonnées en cours de route. Le réalisateur d'un film est régulièrement amené à couper des scènes pour diverses raisons, de durée finale, de rythme, de censure, de cohérence, d'esthétisme, etc. Même des compositeurs renoncent parfois à certaines idées, dans le cadre d'opéra par exemple, où des airs peuvent être retirés ou remplacés. Une œuvre évolue durant sa gestation, c'est quasi inévitable. Et en matière de jeux vidéo, comme on l'a vu, de multiples facteurs peuvent entraîner des changements, notamment celui de la technologie. Les créateurs devant faire des compromis entre leurs idées et ce que les programmes qu'ils utilisent leur permettent de faire. Le temps alloué peut également jouer, quand ces mêmes idées s'avèrent trop longues ou trop coûteuses à mettre en place. Il existe même des cas où une portion du jeu a été retirée, bien que finalisée ou presque, parce qu'elle a finalement été jugée pas assez attrayante ou divertissante. On parle bien de jeu à la base. Mais encore une fois, pourquoi Legacy of Kain Soul River est-il un cas d'école en matière de jeu chamboulé durant sa production? Et pourquoi ces chamboulements ont-ils autant fasciné ces 20 dernières années? Tout d'abord, un peu de remise en contexte. En 1996 sortit sur la première PlayStation Blood Omen Legacy of Kain. Le jeu fut très remarqué lors de sa sortie, malgré ses problèmes techniques, ces fameux temps de chargement, et sa réalisation très old school, même pour l'époque.
Il faut dire que son développement a été relativement chaotique. D'ailleurs, lui aussi a eu son lot d'idées abandonnées. Malgré tout, le jeu final reste un produit qu'on peut considérer comme fini. Et le développeur Silicon Knights fut aidé en cela par plusieurs membres de Crystal Dynamics, dont une certaine Amy Hennig. Silicon Knights prévoyait une suite à leur jeu, mais Crystal Dynamics leur grillera rapidement la politesse, ce qui déclenchera d'ailleurs une bataille judiciaire entre les deux studios. Silicon Knights n'en sortit pas vraiment gagnant, mais obtint quand même que la suite produite par Crystal Dynamics précise bien en ouverture qu'elle a été conçue sans eux. Vous avez là l'explication sur la mention un peu curieuse en début du jeu Soul River, qui sortira en 1999. Mais ne grillons pas les étapes et revenons encore une fois en arrière. Crystal Dynamics met donc en chantier une suite à Legacy of Kain. Au même moment, Amy Hennig travaillait sur un projet nommé Shifter, où l'on aurait dû contrôler une sorte de mort-vivant pouvant basculer du monde des vivants à celui des morts. Le personnage aurait été un ange déchu, désireux de se venger de son maître l'ayant exilé, dans un récit fortement inspiré du Paradis perdu, célèbre poème épique de John Milton. Crystal Dynamics est séduit par le concept et décide de l'utiliser pour leur projet qui deviendra finalement Legacy of Kain, Soul River. Les développeurs ont de grandes ambitions pour ce deuxième jeu, qui devra trancher radicalement avec la réalisation en 2D du précédent et proposer au contraire un monde ouvert en 3D et sans temps de chargement perceptible, tout en mettant en scène l'idée du basculement entre deux dimensions, la sphère spectrale et la sphère matérielle, là encore sans aucune interruption pendant le jeu. C'était à prévoir. Les difficultés s'accumulent. Les développeurs mettent beaucoup de temps à faire fonctionner correctement le système de chargement progressif du grand monde ouvert de Nuzlocke, un procédé utilisant la technique du streaming, un mot devenu courant aujourd'hui, mais encore très abstrait à l'époque. De même, pour l'idée des deux dimensions, ou des deux sphères, il faut créer deux versions de chaque zone du jeu et faire en sorte que le joueur puisse basculer de façon fluide entre les deux à tout moment, grâce à la technique du morphing. Le développement prend du retard, la sortie est repoussée plusieurs fois, et l'éditeur s'impatiente. Il faut dire que le jeu suscite énormément d'attentes. Les magazines lui consacrent bien des articles, voire même leur couverture. On annonce une aventure extraordinaire et longue, avec des pouvoirs à gagner comme la possession des ennemis, un système de forge pour l'épée Soul River, des images montrent des zones à l'architecture intrigante. Des bandes annonces continuent à alimenter cette attente. Le jeu sort donc en août 1999 et il y a un malaise. Alors certes, globalement, les critiques sont plutôt enthousiastes. La qualité de l'écriture des dialogues, les prouesses technologiques, de la réalisation, le soin accordé à la bande-son et à l'univers, tout cela est salué. Et c'est également un succès commercial. Ce sera à n'en point douter l'un des titres les plus cultes de la première PlayStation. Mais pour celles et ceux qui ont suivi le projet depuis longtemps, la douche froide est bien là. Une chose ne fait aucun doute, le jeu n'est pas ce qu'il aurait dû être. L'aventure se termine brutalement par un à suivre particulièrement frustrant qui aura fait grincer des dents à peu près tout le monde, tant rien n'indique à ce stade que nous sommes proches d'une pseudo-conclusion, alors même qu'on nous sous-entend 10 minutes avant que Raziel a encore bien des événements à vivre avant d'achever sa quête. Même Kain, ce soi-disant grand méchant supposé être notre ultime objectif, semble plutôt narguer le joueur que Raziel lui-même par sa dernière tirade. Tu as failli m'avoir, mais ce n'est ni le lieu ni le moment de la scène finale. Le sort nous réserve d'autres surprises avant de nous dévoiler l'ultime dénouement. Même le joueur lambda ne peut qu'avoir une sensation extrêmement déroutante devant cette conclusion qui n'en est pas vraiment une, tant elle ne conclut pour ainsi dire rien. Plus le jeu avance, plus certains chemins semblent ne mener à rien de vraiment concret, ou alors à des choses totalement superflues. Par ailleurs, combien ont été troublés par le fait qu'à aucun moment nous ne rencontrions Turel, qui aurait logiquement dû être le 5e frère à éliminer, et que certaines versions de la notice présentaient même comme le nouveau bras droit de Kain. Le déroulé du jeu met en place une mécanique implacable, qui ne pouvait qu'aboutir à la rencontre de ce dernier frère. Et pourtant, si nous croisons bien plusieurs membres de son clan, les Turelim, l'un d'entre eux faisant même office de sous-boss, qui n'est pas innocent, nous y reviendrons, Turel lui-même, hormis dans l'introduction, n'est visible nulle part. Quant à celles et ceux qui ont suivi de près la promotion du jeu à travers les articles de presse, les bandes annonces et autres, le constat est encore plus flagrant. Pour rester sur Turel, non seulement le boss est absent,
mais le territoire principal de son clan l'est également, alors qu'il était visible dans des bandes annonces ou sur des photos dans des magazines. Et techniquement, on peut encore en voir la cheminée géante dans l'introduction du jeu, ici. Le système de forge? On a certes une forge de feu dans le jeu final, ironiquement au fin fond de la zone aquatique du jeu, et il devient alors possible en effet, une fois la Soul River baptisée par sa flamme, de l'imprégner de cet élément lors de ses pérégrinations, ce qui est assez pratique. Mais cet élément de gameplay est totalement optionnel. On peut totalement passer à côté et finir le jeu sans être même au courant de son existence, si on n'a pas lu la notice. De plus, on est bien évidemment très loin du système qui avait été présenté dans des articles de presse, où on parlait de plusieurs forges, le feu donc, mais aussi l'eau, la pierre, la lumière, le son et l'esprit. Certaines bandes annonces montraient même la forge de l'eau, tandis que celle de lumière était visible dans des articles de presse. En plus de l'absence de Turel, celle d'un autre boss a été particulièrement remarquée. La prêtresse. Une humaine supposée régner sur un culte composé de fanatiques de vampires. Elle devait également avoir le pouvoir de prendre possession des esprits. C'est en dévorant son âme que Raziel aurait alors obtenu ce pouvoir. On aurait dû la rencontrer dans un temple situé dans une section souterraine de la citadelle des humains. On a là encore droit à quelques images de la zone dans des magazines, où on distinguait bien son architecture particulière, inspirée par une série d'estampes du peintre italien Piranesi, Les prisons imaginaires. On retrouvera d'ailleurs cette même inspiration dans un niveau du jeu Uncharted, jeu qui compte parmi ses concepteurs, aux surprises, notre cher ami Hennig. On peut aussi préciser pour la petite histoire que cette architecture a inspiré celle de la bibliothèque dans le film Le nom de la rose. Dans le jeu final, toute cette section souterraine a disparu. Ce qui reste de la citadelle des humains est là encore totalement optionnel, et on peut parfaitement atteindre la fin du jeu sans y avoir mis les pieds une seule fois. La prêtresse ne sera jamais rencontrée, et son pouvoir est bien sûr finalement absent. Seuls quelques membres de son culte peuvent être rencontrés au sein du niveau de la cathédrale. Cette cathédrale, parlons-en! Une zone tentaculaire, où l'accent est mis sur ses tuyaux d'orgue, et sur le fait qu'elle était supposée être une arme de destruction massive conçue par les humains. Mais dans le jeu final, tout cela paraît être juste là pour le décorum, mais on a juste l'impression d'une portion inutilement longue pour ce qu'elle représente vraiment. Pourtant, en se reportant encore une fois aux anciens articles, il paraît évident que la cathédrale devait jouer un rôle bien plus important, et notamment dans la conclusion initialement prévue. Enfin, il avait été initialement annoncé que 3 affrontements auraient lieu contre Kain. Mais comme on le sait finalement, le jeu s'arrête brutalement après le deuxième, qui fait office alors de boss final bien piètre. Un ultime affrontement est toujours sous-entendu dans les fameuses visions du chronoplaste, que le jeu nous sert quelque temps avant, mais ce n'est qu'un os à ronger. Comme si les choses n'étaient pas encore assez évidentes, des petits malins ont rapidement commencé à fouiller le CD du jeu et ont découvert moult éléments normalement inaccessibles sur une partie normale, mais toujours présents dans le code source du jeu. Alors une petite parenthèse technique, il faut savoir que, surtout à l'époque, les codes sources c'était un peu comme un château de cartes. Retirer un élément en apparence anodin, totalement inutile dans le jeu final, eh bien cela pouvait faire tomber tout l'édifice. Plus concrètement, cela voulait dire que supprimer un élément, même invisible dans une partie normale, cela pouvait créer des bugs sur les autres éléments. Dans le cas de Soul River, certaines choses ne sont pas cachées tant que ça. Des codes de triche peuvent par exemple permettre d'utiliser la faculté de passer de la sphère spectrale à la sphère matérielle sans devoir utiliser les portails. Un pouvoir qu'on aurait d'ailleurs dû normalement obtenir suite au deuxième affrontement contre Kain si le jeu n'avait pas été charcuté. De même, on peut grâce à d'autres codes donner à la Soul River une couleur jaune ou rougeâtre, correspondant à ce qu'on voit dans les visions du chronoplaste et qui, si la fin du jeu avait été conservée, aurait dû représenter des transformations de la River suite aux morts respectives d'Ariel et de Kain. Mais d'autres choses plus intéressantes encore sont à dénicher dans ces fameux fichiers du CD, et notamment du côté des fichiers son. En farfouillant dedans, on réalise bien vite que de très nombreux dialogues inaudibles lors d'une partie finale y figurent. Chose d'autant plus remarquable, ces dialogues supprimés sont bel et bien doublés également sur les versions étrangères, la nôtre inclus. Il est donc tout à fait possible d'entendre, par exemple, ce qu'aurait pu donner la rencontre entre Raziel et Turel, ou celle avec la prêtresse, le tout en français. Le constat est alors sans appel. Legacy of Kain Soul River est un jeu inachevé, un puzzle incomplet. On est bien au-delà d'un produit dont on aurait amputé quelques bouts de gras, mais qui tient quand même la route en lui-même, proposant un début, un milieu et une fin de façon cohérente.
Dans le cas présent, on a l'impression que de multiples pages d'un roman ont été arrachées, ou qu'une toile a été retirée des mains de son peintre. Peu de temps après la sortie du jeu, la polémique enfle. D'aucuns prétendent que le jeu aurait été volontairement coupé en deux afin de pouvoir vendre la portion manquante en tant que suite. Et il est vrai qu'un Soul River 2 est rapidement annoncé. Mais la production intervient très vite pour rétablir la vérité. Oui, le jeu a été charcuté. Après plusieurs reports et plus de 2 ans de production, l'éditeur Eidos a perdu patience alors que le projet semblait patauger. Amy Hennig et son équipe ont fini par être mis au pied du mur avec une date finale de sortie non négociable fixée au mois d'août 1999. Dès lors, les développeurs savaient que jamais ils ne pourraient terminer toutes les portions du jeu à temps. Il n'y avait qu'une seule solution viable, sacrifier tout un tronçon de l'histoire, plusieurs idées de gameplay et les zones correspondantes, et improviser une fin en plein milieu du parcours initialement prévu. Un crève-cœur pour les développeurs, qui devront alors mettre des mois de travail à la poubelle et renoncer à certaines de leurs idées les plus excitantes. Toutefois, ils purent se consoler en se disant qu'ils pourraient toujours réutiliser ces mêmes idées dans des suites au jeu. Il convient de préciser à ce stade qu'une potentielle suite à Soul River avait toujours été plus ou moins envisagée. Eidos et Crystal Dynamics souhaitant faire de Legacy of Kain une véritable franchise, et le projet Blood Omen 2 fut d'ailleurs lancé avant même la sortie du premier Soul River. De même, et par conséquent, si Soul River devait bel et bien avoir une vraie fin, celle-ci restait ouverte plus ou moins subtilement, l'idée d'un Raziel retournant dans le passé étant déjà présente dans l'esprit de Amy Hennig. Ceci étant dit, il est faux de prétendre que le Soul River 2 sorti en 2001 sur PlayStation 2 et PC correspondrait donc à la portion du premier jeu retiré, alors qu'il n'est pas rare aujourd'hui encore de lire ça sur le net, certains faisant la comparaison avec Sonic 3 sur Mega Drive, initialement sorti en 2 parties complémentaires. Mais cette comparaison n'a pas lieu d'être. Certes, le deuxième Soul River reprend l'idée des multiples forges à trouver durant le jeu, même si ça n'a là encore pas été autant poussé que les développeurs le souhaitaient à la base, mais c'est à peu près tout en fait. On ne retrouve quasiment aucune idée prévue dans les parties supprimées du premier Soul River dans ce deuxième opus. Rétrospectivement, il apparaît bien plus évident que ces idées avortées ont été plus largement recyclées dans Legacy of Kain Défiance, sorti en 2003, où on rencontre enfin le Turel Vampire qui améliore les pouvoirs de télékinésie de Raziel par exemple, où on a droit à un vrai 3e round entre Kain et Raziel, et également à l'absorption d'Ariel par la Soul River, même si ça se passe de façon bien plus douce que ce que les visions du Chronocast sous-entendaient. Suite au succès mitigé de Soul River 2, Blood Omen 2 et de Défiance, la saga Legacy of Kain fut brutalement mise en pause, alors qu'un opus nommé The Dark Prophecy était en cours de développement. Des tentatives de résurrection eurent bien lieu, comme en 2009 avec le reboot Dead Sun, qui sera assez rapidement abandonné. Il y eut également le projet de MMO Nosgoth, dont une version alpha verra bien le jour, et qui aura ses adeptes. Il faut dire que la participation de Daniel Camuco, directeur artistique sur plusieurs opus de la franchise, et notamment Soul River, avait de quoi rendre la chose séduisante, et que certains aspects du lore s'en retrouvaient enrichis. Hélas, là encore, le projet n'aboutit pas. Pourtant, lorsqu'on est passionné, on sait entretenir sa passion. Et le jeu Soul River aura suscité bien des passions, par ses qualités propres, même dans sa version finale amputée, mais également par tous les secrets qui entourent sa conception. Je m'inscris moi-même dans le rang de ces fanas fiévreux, étant tombé amoureux de l'univers de Raziel dès ma première approche avec la démo jouable vendue à l'époque dans le PlayStation Magazine. Et si je m'autoproclame partie prenante des plus grands fans de Soul River dans la francophonie, sur le plan mondial, certains me renvoient sans difficulté à l'école. Ben Lincoln conçut le site The Lost Worlds au début des années 2000. L'ambition du site est évidente, répertorier au maximum le contenu abandonné des jeux Legacy of Kain. Il deviendra rapidement une véritable mine d'or, proposant une synthèse de toutes les informations connues sur le développement des jeux, et en particulier sur Soul River, permettant de se faire une première idée précise du déroulé initial du jeu. Il faut dire que Lincoln a su bien s'informer comme il faut, ayant même réussi à être invité au sein de Crystal Dynamics en octobre 2002 pour visiter leur studio. Le site avait également l'avantage de proposer pas mal d'outils permettant de s'amuser de façon un peu détournée avec les jeux. Ces outils ayant été développés avec l'aide de plusieurs complices, comme Andrew Fradley.
On pouvait par exemple user d'un logiciel pouvant activer le debug mode sur la version PC de Soul River, ou encore obtenir un programme facilitant l'extraction des dialogues de ce même jeu dans sa version PlayStation. Je ne peux que recommander la lecture de ce site, certes plus vraiment mis à jour depuis des lustres, et certaines pages mériteraient d'être revues au vu des dernières révélations autour du premier Soul River notamment. Mais il demeure à tout jamais l'une des références pour tout fan digne de ce nom, et ce n'est pas pour rien si le nom de Ben Lincoln est particulièrement mis en avant dans les bonus de la récente compilation des Soul River remasterisés. Monika Erosova, je ne sais pas si je prononce bien, crée sa propre chaîne YouTube en 2007 sous le pseudonyme de Rena Audron. Très vite, sa passion pour Soul River transparaît et en particulier son fameux contenu coupé. Utilisant les informations et les outils du site de Ben Lincoln, elle tâchera de décortiquer encore davantage le jeu et de proposer progressivement des reconstitutions des passages abandonnés. Il ne faudra pas longtemps pour que cette chaîne devienne une nouvelle référence pour tous les fans de la saga, car si Soul River restait le sujet central, elle ne délaissera pas non plus pour autant les autres opus et s'autorisera même à s'aventurer en dehors de la saga, de temps à autre. Aujourd'hui sur la chaîne, on continue de trouver de nombreuses vidéos sur la saga, plusieurs étant animées par Basielim, complice de Rena et fondateur de l'excellent wiki anglophone sur la franchise, un indispensable. Rena Audron tiendra également pendant plusieurs années un blog nommé The Ancient's Den, une autre grande source d'informations, proposant notamment de multiples scans d'anciens magazines, mais elle ira encore plus loin, en lançant un projet titanesque, Soul Revenant, se voulant être une recréation totale du premier Soul River, dans un moteur de jeu récent, mais également en incluant le contenu mythique supprimé. Si des démos seront finalisées, le projet, comme tant d'autres, finira par être abandonné, sans doute victime de ses ambitions. Mais cela n'arrêtera pas Rena Audron, qui ira jusqu'au bout d'un autre projet de fan en 2020, celui de proposer une version du jeu modée avec des textures refaites en HD, en partant de la version Dreamcast parue en 2000, qui elle-même avait légèrement retravaillé le jeu. Une initiative hautement sympathique et fortement saluée, qui attirera encore le feu des projecteurs sur elle. Mais revenons encore un peu en arrière, dans le cours des années 2010. Cela fait maintenant des années que Ben Lincoln, Rena Audron et bien d'autres passionnés traquent sans relâche des versions prototypes des jeux de la saga, en particulier de Soul River, sachant bien que celles-ci pourraient être de véritables saints Graal, renfermant du contenu finalement abandonné. La quête fut longue, mais fructueuse. Progressivement, ces archéologues vidéoludiques purent ainsi mettre la main sur des versions dites bêta des deux Soul River, mais également sur une version dite alpha du premier Blood Omen. Le site The Lost World, ainsi que la chaîne YouTube et le blog de Rena Audron, reviennent largement sur ce que nous apprenons de ces prototypes, surtout concernant le premier Blood Omen et sa version alpha. Concernant les deux Soul River, il faut bien se rendre compte que les versions bêta représentent un stade plutôt avancé de la production et que les jeux y sont dans un état finalement assez proche du rendu final, en termes de contenu tout du moins. Il n'y avait donc hélas aucune trace des mythiques zones coupées du premier Soul River dans ces versions néanmoins instructives sur certains petits changements de dernière minute. Toutes ces versions sont disponibles sur le site Hidden Palace pour celles et ceux qui souhaiteraient s'y plonger, même s'il faut bien préciser qu'elles sont très instables, qu'elles plantent souvent et qu'il sera au final bien plus confortable de se reporter aux vidéos de Rena Audron par exemple. En fin d'année 2018, nous en étions donc à un stade plus ou moins avancé des recherches concernant le contenu coupé de Soul River, d'autant plus que le directeur artistique Daniel Cabuco avait accepté de répondre à pas mal de questions sur son forum, aujourd'hui disparu hélas. Mais une frustration demeurait encore. Il était évident que des versions de travail du jeu avec les idées abandonnées avaient existé. De multiples images et même des vidéos d'époque le prouvaient. Mais où étaient ces versions ? En existait-il encore des copies? Verrait-on un jour le Turel vampire ou la prêtresse, ainsi que leurs zones dédiées? Je peux témoigner pour ma part que j'étais hanté par ce contenu coupé. Ce n'était pas juste des idées mises sur des bouts de papier et jamais exploitées, comme l'ont été par exemple les forges supplémentaires de Soul River 2. Non, ces zones coupées, ces éléments de gameplay avaient existé. On en avait des bouts, des dialogues coupés et correspondants, qui ne faisait que stimuler l'imagination et entretenir la frustration, que j'essayais de mon côté d'exorciser un tant soit peu, en concevant mes propres reconstitutions en français, que je postais sur ma modeste chaîne, avec une grosse faute de français copié-collé sur toutes ces vidéos en prime. Je parcourais comme une âme en peine les versions bêta du jeu, en faisant ci et là quelques petites découvertes personnelles, notamment celles concernant les cloches de la cathédrale qui,
pouvait activer la river du son dans ses prototypes. Ce sera ma petite fierté dans ce jeu de piste géant. En novembre 2019, sans prévenir, presque en traître, Ben Lincoln balance sur sa chaîne une véritable bombe atomique. Personne ne peut imaginer l'état d'euphorie dans lequel j'étais. C'était à la limite de l'extase. Enfin, on avait retrouvé des versions avec le tant convoité contenu mythique. Enfin, les pièces manquantes les plus importantes du puzzle avaient été dénichées. Je ne sais même pas combien de fois j'ai regardé cette bande-annonce en à peine quelques jours. Elle nous annonçait une divulgation en bonne et due forme de ces versions au cours de l'année 2020, sans plus de précision. Je pris mon mal en patience. L'attente fut interminable, pas aidée par le confinement lié à la pandémie mondiale qui sévit en ce printemps 2020, jusqu'au mois de mai où ce fut la révélation. Aussi bien Ben Lincoln que Rena Odron prirent le temps, notamment sur leurs chaînes YouTube respectives, de présenter tout le contenu de ces prototypes, aussi bien les différences dans les portions conservées dans le produit final que les zones supprimées. On peut citer aussi le travail de Kevin Chatmajo, qui a fouiné dans le cœur de ces versions pour en dénicher encore quelques secrets, comme des animations pour Turel et la prêtresse, ces deux personnages se dévoilant enfin tels qu'ils avaient été conçus à l'époque. Je recommande fortement sa chaîne YouTube également, si l'espagnol ne vous rebute pas. Quelques mois plus tard, fut également découvert un autre prototype du jeu, datant du mois d'avril 1999. Si à ce stade la plupart des coupes avaient déjà été effectuées, cette version demeure intéressante car certaines traces du contenu supprimé subsistent, notamment concernant ce qui aurait pu servir d'accès au temple de la prêtresse, la présence d'icônes correspondant aux rivers élémentaires dans le menu pause, et bien d'autres choses encore. En 2024, est annoncée la sortie de la compilation Soul River 1 and 2 Remastered. Cela déclenchera bien des fantasmes, certains espérant que l'on puisse avoir une version du premier Soul River jouable avec tout le contenu effacé des versions commercialisées à l'époque. Un espoir entretenu par la révélation de l'implication de Rena Odron en personne dans le projet. Finalement, seul le cycle jour-nuit sera implémenté dans cette version remasterisée, le jeu restant autrement parfaitement fidèle aux versions commercialisées en termes de contenu. Néanmoins, les éléments coupés répondent bien présents dans une section bonus nommée les niveaux perdus, ou Lost Levels en anglais. Un réel plaisir que de parcourir ces niveaux légendaires dans des versions à peu près jouables, même si on peut regretter qu'elles soient totalement déconnectées du reste de l'univers du jeu, ce qui empêche de voir concrètement comment les zones s'imbriquaient, ou que plusieurs énigmes ne soient pas vraiment résolvables. Ces niveaux perdus sont pour ainsi dire livrés dans l'état où ils ont été abandonnés à l'époque, même si on a droit à quelques surprises, comme une version ébauchée de cinématique de rencontre entre Raziel et Turel, dialogue inclus, quelle que soit la langue. Aussi, la zone du refuge montagneux de Kane est présente ici dans un état bien plus avancé que dans les versions alpha, où on avait vraiment droit qu'à des ébauches, et on peut ainsi profiter de la transition prévue avec le sommet de la cathédrale de Zéphon. À l'heure où j'écris ces lignes, cette compilation doit continuer à recevoir des mises à jour. Finira-t-on par avoir en bonus, en DLC par exemple, une version encore plus aboutie de ce contenu supprimé, voire même la possibilité de faire l'aventure en entier telle qu'elle avait été conçue? L'avenir le dira, mais on peut clairement voir le verre à moitié plein et se dire qu'en l'état, nous n'avons jamais pu avoir une vision aussi précise du jeu Soul River tel qu'il avait été conçu par Amy Hennig et son équipe. Et notamment grâce à l'une des dernières vidéos en date de la chaîne de Rena Odron, intitulée logiquement Lost Levels, offrant une nouvelle synthèse de tout ce qui est connu sur les idées initiales, et offrant même quelques éclaircissements supplémentaires, notamment sur l'épilogue prévu. J'ai conscience que tout ceci a été très long, et j'espère que cela sera quand même resté digeste. Il me paraissait incontournable de bien remettre en contexte toute cette histoire autour des niveaux perdus de Soul River, afin que les néophytes comprennent bien pourquoi des gens comme Ben Lincoln, Rena Odron, ou même, à son très modeste niveau, votre serviteur, ont eu cette soif inextinguible de dénicher ces éléments qui auraient pu être perdus à jamais. En 2025, ils ont perdu une large partie de leur mystère, de leur aura légendaire même, quelque part. Et c'est une bonne chose, même si une partie de moi est presque, je dis bien presque, nostalgique de l'époque où notre imagination devait combler les trous. J'espère en tout cas que ce long résumé puisse offrir aux néophytes un témoignage représentatif de ce qu'aura été la quête des éléments coupés du jeu Soul River, ces fameux Lost Levels, niveaux perdus, comme on peut les désigner dorénavant.
Mais après tout ça, ces mêmes néophytes seraient en droit de se demander, finalement, quels sont plus concrètement ces éléments coupés, ces pièces manquantes du puzzle, cette fin abandonnée que nous n'avons fait que survoler jusqu'à présent. Doivent-ils être dans l'obligation de passer des nombreuses heures à lire les articles du site The Lost Worlds, du blog The Ancient's Den ou du Legacy of Kenwity, tous en anglais, de même que les vidéos de Rena Odron et de Ben Lincoln, tandis que celles de Kevin Chatmajo sont exclusivement en langue espagnole. Tout cela peut représenter un frein pour un simple francophone. Les textes de la section bonus des remasters, bien traduits, offrent certes quelques clés de compréhension, mais cette section manque d'éléments de contexte et de cinématiques vraiment parlantes, à tout point de vue. Dans ce cas, il faudrait alors revenir en vidéo sur tout ceci, dans la langue de Molière. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment de la scène finale. Je vous réserve d'autres surprises avant de vous dévoiler l'ultime dénouement. C'est vrai que c'est drôle de finir sur un cliffhanger. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie de cette rétrospective sur le jeu Soul River, et notamment sur son contenu coupé. Cela faisait longtemps que je voulais faire une vidéo de ce style, c'est presque une catharsis pour moi, qui est une véritable fascination pour les mystères qui ont plané sur cet aspect du jeu pendant presque 2 décennies. Je ne saurais pas dire quand la seconde partie sortira, même si elle devrait normalement être moins complète sa montée pour moi, car elle sera exclusivement consacrée cette fois au niveau perdu, ainsi qu'aux principales modifications qu'a connues le jeu durant sa production. En tout cas, je pense qu'elle devrait être prête avant le mois d'août prochain, où nous pourrons fêter les 25 ans de la sortie de ce chef-d'œuvre inachevé. Je terminerai en vous parlant d'une pétition réclamant la sortie d'une Director's Cut de Soul River, reprenant tous les éléments abandonnés et les réintégrant proprement dans le récent remaster. J'encourage vraiment à aller soutenir cette initiative portée par le camarade William Faure, car qui sait, peut-être que cela pourra convaincre en haut lieu d'investir pour la concrétisation d'un tel projet. Pour conclure une bonne fois pour toutes, comme le dirait Ben Lincoln, Thanks for watching.